Alors, donc pour Orwell, il y a une sorte d'impossibilité finalement de savoir ce que les Britanniques penseraient véritablement de ces turpitudes coloniales si effectivement l'opinion publique britannique était vraiment au courant de ce qui se passe, quoi. Orwell insiste également très lourdement sur la façon dont les deux partis, Parti travailliste et Parti conservateur, s'arrangent entre eux pour effectivement escamoter la plupart des questions coloniales se posant à la Grande-Bretagne. Et alors, bon, cet évitement, finalement, cette stratégie d'évitement par le Parti travailliste et par le Parti conservateur est corroborée par l'entité d'historiens, notamment Stephen Howe. Je cite ici la deuxième citation. It is possible to argue that the entire thinking of the Labour Party, for instance, il parle des années 30 là, was shaped by its failure adequately to confront the problem of empire. Okay? Alors, il se risque quand même à quelques conjectures dans différentes. Merci. Il se risque à quelques conjectures. Donc, Orwell se risque à quelques conjectures dans certains essais. Dans une lettre adressée depuis Marrakech en 1938, il avance que, alors j'ai la citation en français, que le fond du problème, c'est que les ouvriers français ou anglais n'ont pas le moindre sentiment de solidarité avec la classe ouvrière des peuples de couleur. Effectivement, il généralise cette situation à l'Empire colonial français lors de son séjour à Marrakech, donc pour raison de santé. Alors, il note par ailleurs que la classe ouvrière britannique n'a jamais pris part à des activités de solidarité internationale, hormis à l'occasion du mouvement Hands Off Russia, ou alors lorsque 5% des bénéfices générés par les paris sur des matchs de foot ont été reversés à des républicains espagnols. Il parle également de différentes initiatives de solidarité internationale vis-à-vis des Boers en Afrique du Sud, vis-à-vis de la guerre, au moment de la guerre civile irlandaise, et puis donc effectivement mouvement de solidarité également à l'égard des Finlandais à la fin des années 30 et des années 40. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Orwell finalement articule une vision qui montre bien à quel point ces mouvements de solidarité internationale s'étendent à des peuples blancs, irlandais, boers, espagnols républicains, finlandais. Il explique cela de façon finalement assez indirecte dans l'essai Not Counting Niggers, dont on entendra parler demain. Voilà, alors bon, je ne vais sans doute pas trop tarder non plus, mais oui, alors donc, malgré finalement la renommée désormais internationale de Orwell, principalement d'ailleurs à 1984, Orwell et d'autres intellectuels aussi anticoloniales n'exerçaient qu'une influence marginale en 1930. D'une part, le contexte de crise économique très grave dans l'entre-deux-guerres ne se prêtait pas aux diatribes sur le despotisme en Inde ou en compagnie, c'était trop loin. Plus généralement, alors bon, finalement, je vais citer ici, c'est la deuxième citation qui m'intéresse ici, qui est donc en français, c'est un texte de Gramsci, donc chronique de Turin, où Gramsci nous dit finalement, c'est une remarque qui est marquée au point du bon sens, pour qu'un fait nous intéresse, nous éloigne de une partie de notre vie intérieure, il est nécessaire qu'il se produise à côté de nous, près de gens dont nous avons entendu parler et qui sont présents dans le cercle de notre humanité. Alors, je vois le temps effectivement de développer la façon dont, selon Orwell, les classes ouvrières britanniques en particulier se caractérisent par un nationalisme étriqué et puis un racisme envers les populations non blanches, qui décrit de façon relativement précise, notamment dans The Line of Benetton au début. Donc tous ces éléments finalement font que le discours anticolonial était, donc, depuis la fin du XVIIIe siècle, la révolution industrielle, la révolution américaine, je vais y arriver, très largement influencé par une logique du repli national plutôt que de la solidarité internationale. Il fallait prendre en compte le droit de freeborn Englishmen, floué par l'aventurisme du gouvernement en Amérique à la fin du XVIIIe siècle, tandis que finalement le droit à l'autodétermination des Américains n'entrait en guerre en ligne de compte, donc à la fin du XVIIIe siècle. Finalement, la logique d'ensemble, pendant les années 30, n'était guère différente.
Donc le discours de solidarité internationale, s'il avait connu quelques heures de gloire au moment de l'abolition de l'esclavage, avec effectivement Slavery Abolition Act 1863, demeurait marginal. Orwell, donc, qui selon son éditeur Fred Warburg envisageait sur son livre de travailler sur un plus gros roman se déroulant en Véronique, comme je l'ai dit précédemment, était donc, répétons-le, en porte-à-faux par rapport à l'immense majorité de ses contemporains. Cela incluait même certains cercles intellectuels de gauche, à l'instar du Brunswick Group, puisque Orwell était patriote anglais, internationaliste au sens où il envisageait l'existence d'une vaste classe ouvrière allant de Glasgow à Calcutta, de Londres à Lagos. Enfin, finalement, figure non marxiste et anti-stalinienne, donc Orwell incarnait parfaitement l'intellectuel très difficile à classer, dont l'immense prospérité serait l'occasion de récupération en tout genre. Je vous remercie. J'ai vu dépasser 10 minutes.